Les pourparlers de paix sont suspendus, les prix du pétrole montent et le président Trump se demande ce qui se passe. Il essaie de comprendre tout ça. Beaucoup de choses ont bougé depuis même notre émission plus tôt dans la journée. Le camp iranien a annoncé qu'il suspendait ses discussions de paix avec les États-Unis. Le président Trump a d'abord déclaré, je crois que c'était à CNBC, qu'il allait appeler Netanyahou pour savoir ce qui se passe avec cette affaire du Liban. Parce que, selon les Iraniens, tout part de là, à cause des frappes américaines et aussi israéliennes, en particulier sur le Liban, et de l'accélération de leur avancée dans la région. L'Iran a donc déclaré « Vous avez violé le cessez-le-feu, alors on ne va même plus discuter, ni essayer de voir s'il est encore possible de remettre tout ça en place et de comprendre ce qui se passe vraiment. » Nous retrouvons aujourd'hui Matto, toujours un bon ami, ancien capitaine des Marines américains, ancien responsable au département d'État et actuellement directeur adjoint du Eisenhower Media Network. L'adresse s'affiche d'ailleurs à l'écran. Matt, bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est vraiment le bon moment pour t'avoir avec nous. Il se passe énormément de choses. Oui, salut Danny, ravi de te revoir. Merci de m'avoir invité à nouveau. Toujours un plaisir de t'avoir. Alors, allons droit au but. Entrons dans le vif du sujet. Remettez donc celle de CNBC que vous aviez affichée tout à l'heure. C'était il y a peu de temps. Avant, c'était le Wall Street ou le Washington Post qui était à l'écran. J'ai trouvé ça intéressant. CNBC rapportait, en gros, voilà ce qui se passe. Le président Trump a déclaré à CNBC « Je me fiche que les négociations de paix soient terminées ». Voilà son point de départ. Je ne sais pas exactement quand ça a été publié, mais tout ça date probablement d'il y a moins d'une heure. Trump a aussi dit à CNBC qu'il allait demander au premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, ce qui se passe avec le Liban. Et rien que ça, c'est une déclaration assez inquiétante, le fait qu'il ne le sache pas déjà, alors que c'est quand même au cœur de toute la guerre. Et le fait qu'il dise ça ouvertement à CNBC, c'est déjà en soi une preuve, une démonstration de à quel point il est déconnecté de ce qui se passe ici. Ensuite, il a ajouté qu'il n'était pas inquiet pour les prix du pétrole, alors même qu'ils ont bondi après l'annonce selon laquelle l'Iran bloquerait complètement le passage du pétrole par le détroit d'Ormuz, en plus de suspendre les négociations avec les États-Unis. Et d'après CNN, l'Iran aurait aussi déclaré qu'il pourrait fermer le Bab el-Mandeb en mer Rouge, ce qui plongerait littéralement le monde dans une crise majeure si cela se produisait vraiment. Mais d'abord, que pensez-vous de ces développements? Est-ce que ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas. Depuis plusieurs semaines, on assiste, je devrais dire que les médias nous font assister à ce va-et-vient constant du genre « est-ce qu'ils vont le faire ou pas ?» Et pour une raison que je ne comprends pas, les marchés continuent de réagir de façon complètement absurde à tout ça. Là, on voit que le Brent est remonté à 4,27 $. Il atteindra sans doute les 100 dans la journée. Ce matin encore, il était autour de 4,22, quelque chose comme ça. Et pendant ce temps, les dirigeants des compagnies pétrolières annoncent qu'en juillet, le baril pourrait être à 150, 160 $. Tout simplement parce que les stocks diminuent. Tout ça, on le dit depuis des mois. Et pourtant, les marchés ne réagissent toujours pas en conséquence. Les médias agissent comme si tout ce qui se passe, c'était la première fois qu'ils en entendaient parler, ou comme s'ils devaient accorder du crédit à tout ce qui sort de la Maison-Blanche. Franchement, je pense qu'on en a tous un peu marre. C'est sans doute ce que beaucoup d'entre nous ressentent. Et j'imagine que pas mal de gens qui regardent ou qui écoutent se sentent pareil. Complètement écœurés, fatigués de tout ça. Et maintenant, on a le président des États-Unis. Il a dit, il y a quelques semaines, que les difficultés financières des familles américaines ne comptaient pas pour lui.
Et maintenant, il dit qu'il ne s'inquiète pas du prix du pétrole. En gros, il s'en fiche complètement des négociations. Les Iraniens, on les a vus riposter, frapper en retour à tout ce que les Américains ont fait militairement ces dernières semaines. Le commandement central a même dit qu'ils avaient intercepté un missile balistique iranien. Et apparemment, on l'a intercepté avec, disons, quelques-uns de nos gars sur le camp Arafat. Peut-être qu'ils essayaient de l'attraper, qui sait. Mais franchement, l'idée qu'il puisse y avoir une telle arrogance, une telle confiance, une telle suffisance avec tout ce qui est en train d'arriver, ce serait fascinant si ce n'était pas aussi écœurant. J'ai déjà dit que si Donald Trump était une série sur Netflix, je ne raterais jamais un épisode. Qu'est-ce que ce fou va bien pouvoir faire cette semaine, hein? On le sent venir. Ça va finir par apparaître là-bas à un moment donné, mais on verra bien combien de dégâts seront faits d'ici là. D'ailleurs, à ce propos, il y a un peu un sous-texte dans l'épisode dont vous parlez. On vous a montré ce qu'il a dit sur CNBC, il y a environ 1 heure, juste avant qu'on prenne l'antenne, littéralement quelques minutes avant. Il dit avoir publié 2 messages à quelques minutes d'intervalle. Il explique avoir eu un appel très productif avec le Premier ministre Bibi Netanyahou hier et qu'aucune troupe ne se rendra à Beyrouth. Celles qui étaient déjà en route ont été rappelées. De la même façon, par l'intermédiaire de représentants haut placés, il dit avoir eu un très bon échange avec le Hezbollah et qu'ils sont tombés d'accord pour que tous les tirs cessent, qu'Israël ne les attaquera pas et qu'ils n'attaqueront pas Israël. Et puis, il passe au deuxième sujet, celui qui apparemment l'intéresse maintenant. Les discussions se poursuivent à un rythme soutenu avec la République islamique d'Iran. Merci de votre attention à ce sujet. On se retrouve dans le prochain épisode de la série Netflix, ici même. Mais écoutez, continuons à regarder la première partie. D'abord, je ne pense pas, voyons si j'ai ça sous les yeux. Oui, je crois que oui. Israël avait donné instruction à Tsahal de reprendre les frappes sur Beyrouth. Ça ne voulait pas dire qu'ils allaient envoyer des troupes là-bas, mais qu'ils allaient recommencer à tirer des bombes à longue portée. Donc je ne suis pas sûr que Trump ait dit ça précisément sur Truth Social. Il a dit que Netanyahou avait déclaré qu'il n'y aurait pas de troupes envoyées à Beyrouth. Je ne suis pas sûr. Enfin, si on regarde une carte, c'est quand même assez loin entre la position des troupes israéliennes et Beyrouth. Donc je ne pense pas que c'était prévu. Par contre, les bombardements, oui, clairement. Gary, tu as encore l'extrait audio de Netanyahou, celui qu'on avait ce matin? Il est toujours chargé? Je ne le vois pas là-dessous. Si tu peux le retrouver, ce qu'il disait à ce sujet, parce que c'est important. Il mentionne une ville précise là-dedans. On va voir ça dans un instant, dès qu'il le relance. Mais Matt, revenons à cette partie-là. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a affirmé il y a quelques minutes? Tout d'un coup, Netanyahou dirait « D'accord, pas de problème. On remballe nos affaires, on rentre et tout va bien. » Qu'est-ce que t'en penses? Non, moi j'y crois pas du tout. Je pense qu'il ne sait même pas ce qui se passe. Franchement, c'est un cas d'école pour le 25e amendement, non? Enfin, je veux dire, ce week-end, c'est juste un exemple parmi des dizaines qu'on pourrait citer sur les 3 derniers mois ou même sur l'année et demie passée. Samedi, il a déclaré que les Iraniens avaient accepté de ne plus chercher à obtenir l'arme nucléaire, etc., etc. Et puis, le ministère iranien des Affaires étrangères a répondu « On ne sait pas de quoi il parle, on n'a rien accepté du tout. » Et maintenant, il dit que les négociations sont presque terminées. C'est bien ce qu'il dit, non? Pendant ce temps-là, les Iraniens, il y a environ 1 heure, enfin, je ne sais plus exactement quand, mais plus tôt dans la journée, eux ont dit que les négociations étaient rompues. Nous n'allons plus transmettre aucun communiqué, plus aucune négociation.
aucun mémorandum, aucun message via les Pakistanais vers les Américains. Les Iraniens, en fait, mettent un terme au processus de négociation, si on peut encore appeler ça comme ça. Tout se faisait, vous savez, de manière indirecte. Mais les Iraniens ont aussi déclaré très fermement, je crois que c'est Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, que toute violation au Liban constitue une violation de l'ensemble de l'accord de cessez-le-feu et qu'ils ne laisseront pas passer ça. Merci Gary. Et puis les Iraniens ont également ajouté que si Benyamin Netanyahou et Israël poursuivent cette offensive au Liban, ils devront riposter. Plus précisément, ils ont dit que si les Israéliens mènent ces attaques à Beyrouth, l'Iran répondra contre le nord d'Israël. Et on a vu le Hezbollah faire à peu près la même chose ces derniers jours, en lançant des frappes vers le nord d'Israël. Ils ont touché quelques villages, quelques petites villes, tout ça en réaction aux frappes israéliennes, au nord du fleuve Litani, au nord du fleuve Zahrani, en avançant jusque dans la banlieue de Beyrouth. Et puis ce week-end, les Israéliens ont franchi le Litani. Je ne sais pas vraiment jusqu'où ils sont allés. Et là, on est en plein brouillard de guerre. Certains rapports disent que les Israéliens ne peuvent quasiment pas bouger en plein jour à cause des drones du Hezbollah. D'autres affirment au contraire qu'ils traversent le Litani comme si c'était la troisième armée franchissant l'Elbe ou quelque chose du genre. Je veux dire, je ne suis pas vraiment sûr de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Mais clairement, on est à un point de bascule. Les Iraniens ont l'air d'en avoir assez. Peut-être que c'est ça le message, peut-être que c'est ça le sens de tout ça. Les Iraniens en ont assez. Et puis l'autre chose, c'est que quand je regarde la situation, j'ai l'impression que c'était aussi le plan d'Israël. Je ne sais pas à quel point c'était préparé ou improvisé, mais leur plan, c'était de saboter l'accord de cessez-le-feu en continuant à bombarder toujours plus loin, toujours plus profondément au Liban. Regardez, les Israéliens ont tué presque autant de Libanais que de personnes ont été tuées en Iran par les Américains et les Israéliens. Donc, forcément, les Iraniens, encore une fois, disent qu'ils en ont assez. Les Israéliens poursuivent leurs actions au Liban, ce qui provoque une réaction iranienne, et là, le cessez-le-feu s'effondre. Non? Voilà. Alors regardez, là vous avez la carte, on la voit à l'écran. Ces zones vertes, là juste au nord de la frontière israélienne, c'est là que les troupes iraniennes, les troupes de Tsahal se sont déplacées. Vous voyez, le fleuve Litani est juste ici, au milieu. On le distingue bien à l'écran. Donc ça montre qu'ils ont avancé un peu, juste un petit peu au-delà. On ne sait pas exactement jusqu'où. Mais vous voyez, Beyrouth est encore bien plus au nord. On ne la voit même pas sur la carte. Il n'y a donc aucune troupe près de Beyrouth. Alors si Trump dit « pas d'inquiétude, aucune troupe israélienne ne va à Beyrouth », Netanyahou doit sans doute se dire « oui, pas de problème, on est d'accord, puisque de toute façon il n'y en avait pas ». Mais il n'a pas dit qu'il n'irait pas bombarder la zone. Et regardez, je crois qu'on a la séquence prête maintenant. Voici ce que Netanyahou a déclaré ce matin à propos des bombardements au Liban. Il n'y aura pas de situation où le Hezbollah attaquera nos villes et nos citoyens, pendant que ces quartiers généraux terroristes à Beyrouth et à la Dahia resteraient intouchables. Alors il affirme que non, ces types ont attaqué certaines villes du nord d'Israël sans aucune raison, vraiment aucune. Et comme ils l'ont fait, il dit qu'ils ne vont pas laisser ces terroristes continuer. Donc même la zone dont il parle, Dahia, et je le prononce peut-être mal, c'est un quartier de Beyrouth qu'il veut frapper. Maintenant, vous pensez vraiment qu'il y a une chance que Netanyahou ait dit ça ce matin, et qu'après un coup de fil avec Trump, ils se disent « Bon, vous savez quoi? Laissez tomber les gars, remballez tout et rentrez à la maison. » Oui, je pense qu'il n'y a aucune chance. Vraiment aucune.
C'est intéressant aussi de voir le prix du pétrole, à 4,21 $ ce matin, à 9h20, heure de l'Est. Je me demande, enfin comme je le disais, la dernière fois que j'ai regardé, il y a environ 1 heure, c'était déjà monté à 4,27 et ça semblait bien parti pour atteindre les 100. Donc je pense que ça montre aussi quelque chose sur la façon dont les marchés, qui ont été complètement irrationnels ces 3 derniers mois, perçoivent la situation. On a vraiment l'impression qu'on y retourne. Je pensais, Danny, que ce genre de cessez-le-feu indéfini, de conflit gelé, tu vois, cette espèce de processus où chacun avance à tâtons, durerait jusqu'au mois d'août. À ce moment-là, la vraie pression économique commencerait à se faire sentir sur les États-Unis quand les prix du pétrole auraient grimpé. Et puis, tous les produits dérivés, tout ce qui vient du pétrole et du gaz, toute cette chaîne d'approvisionnement, ces problèmes du côté de l'offre, commenceraient vraiment à peser sur l'inflation aux États-Unis. J'imaginais que ce serait vers août. Et c'est là, je pense, que la Maison-Blanche se serait dit « Bon, il faut qu'on trouve un moyen de déclarer la victoire et de sortir de cette situation. » Laisse-moi te poser une question. Okay, hang on. Even before you finish this here, let me ask. Help me understand what even you perceive. Aidez-moi à comprendre quelle logique vous voyez là-dedans. Pourquoi, alors que tous les fondamentaux vont déjà dans cette direction? Si on était resté dans une phase de conflit gelé, on aurait attendu jusqu'en août, au moment où les dégâts deviennent évidents, au lieu d'agir dès maintenant pour éviter que ça arrive, alors qu'on sait très bien que ça va se produire. Parce que c'est la même forme d'irrationalité que celle des marchés, je crois. Je ne veux pas appeler ça de l'espoir, parce que c'en est pas. C'est plutôt de la peur. C'est une réaction de rejet vis-à-vis de l'establishment. Mais dans le cas de la Maison-Blanche, c'est surtout à cause des contraintes politiques qu'ils ont. Ils ont le sentiment de ne pas avoir de marge de manœuvre sur ce sujet. Et je ne cherche pas à leur trouver des excuses. J'essaye juste de comprendre comment ils traversent cette situation. Ils sont attaqués par leur propre parti sur la question de la fin de la guerre. Ils sont attaqués par les démocrates sur la fin de la guerre. Même parmi les démocrates progressistes, personne ne réclame vraiment la fin de la guerre. Vous savez, on n'entend pas Bernie Sanders, ni Ocasio-Cortez, ni Ilhan Omar, ni Rashida Tlaib, ni personne d'autre parler de mettre fin à la guerre ou de la nécessité d'engager une négociation. Ils critiquent la guerre, oui, ils en parlent en mal. Mais où est l'appel, chez les démocrates progressistes, à une fin négociée du conflit? Et bien sûr, les attaques contre l'administration de votre part ces dernières semaines ont été délibérées et bien coordonnées, inspirées, vous le savez, par l'AIPAC et le lobby pro-israélien. Donc je pense que la Maison-Blanche, avec le récit qu'elle a construit, et Donald Trump lui-même, depuis plus de 10 ans maintenant sur l'Iran, se sont vraiment enfermés dans une impasse. Alors laissez-moi vous poser cette question. Je suis content que vous en parliez, parce qu'en fait, juste pour situer un peu, si certains n'ont pas vu notre émission plus tôt dans la journée, c'était ce matin, elle a été mise en ligne vers 1 heure du matin. Et Trump s'en plaignait. Il disait, écoutez, est-ce que les démocrates et certains républicains qu'il juge très peu patriotes ne comprennent pas qu'il est beaucoup plus difficile pour lui de faire correctement son travail et de négocier quand des politiciens continuent de bavarder, de critiquer et tout ce genre de choses, hein? Alors, pourquoi dans ce cas, est-ce que je n'entends pas seulement ces bavardages de la part de soi-disant démocrates? Vous avez parlé de Bernie Sanders, d'AOC et de plusieurs autres progressistes. Franchement, je ne vois pas pourquoi ils n'appelleraient pas à la fin de cette guerre. Surtout Bernie Sanders, parce qu'il a toujours défendu ce genre de position par le passé. Mais il n'est clairement pas un ami d'Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est passé le mouvement anti-guerre?
Les démocrates voient ça comme quelque chose de politiquement avantageux. Deux choses. D'abord, les démocrates veulent que la guerre continue. Ils vont s'y opposer, bien sûr. Mais comme pour la guerre en Irak, s'ils avaient vraiment la possibilité d'y mettre fin, ils ne le feraient pas. Parce qu'ils considèrent qu'être dans l'opposition à une guerre qui échoue, une guerre perdue, leur rapporte beaucoup plus politiquement que d'y mettre un terme. L'autre aspect, c'est qu'ils veulent être du bon côté de l'histoire. Et là, les démocrates modérés, centristes, ceux du courant plus proche des grandes entreprises, eux, ils le comprennent très bien. Le Comité national démocrate, le DCCC, le DSCC et toutes ces autres organisations du Parti démocrate le comprennent aussi. Regardez, si Donald Trump parvient à conclure un accord avec les Iraniens et que ça va provoquer une telle colère du lobby pro-israélien qu'ils vont couper les financements, retirer leur soutien à certains de ces candidats. Donc tous les candidats de Trump aux élections de mi-mandat, ceux qui font campagne en disant que Donald Trump a eu raison de laisser l'Iran garder son programme de missiles balistiques, de débloquer les avoirs iraniens, de donner des milliards de dollars aux Iraniens, eh bien, tous ces candidats-là vont être privés de financement par l'AIPAC et le lobby pro-israélien. Et cet argent, il ira vers des démocrates pro-israéliens. C'est ce que l'AIPAC et le lobby pro-israélien ont fait depuis des décennies, en fait. C'est comme ça qu'ils maintiennent l'ordre. C'est comme ça qu'ils imposent la discipline. Et je ne vois aucune raison pour laquelle le lobby pro-israélien ne ferait pas la même chose avec Donald Trump. Donc, cette idée, c'est que s'il finit par conclure un accord, les démocrates pensent qu'ils pourraient en tirer un avantage politique en obtenant le soutien du lobby pro-israélien dans certaines élections à la Chambre, là où le candidat républicain est un partisan de Trump et soutient son accord de paix. Je pense que c'est comme ça que les démocrates voient les choses ici. Soit on s'oppose à cette guerre seulement en parole, sans rien faire pour y mettre fin, parce que c'est plus avantageux pour nous si les Américains subissent 8% d'inflation en novembre et que tout le monde comprenne d'où ça vient. Et puis si jamais il conclut un accord, on pourra retourner ça à notre avantage, en s'en servant pour obtenir le soutien du lobby israélien qui, à cause de cet accord, se détournerait de Donald Trump. C'est extrêmement cynique, mais c'est comme ça que ce parti fonctionne. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de véritable mouvement anti-guerre, politiquement, au niveau national. Les démocrates ont proposé la résolution sur les pouvoirs de guerre, mais toi, moi, tout le monde sait bien que ça ne sert à rien. D'abord, c'est probablement inconstitutionnel. Et d'ailleurs, on devrait inviter Bruce Fein pour en parler. Ce serait vraiment intéressant d'avoir son point de vue là-dessus. Mais toute cette idée que, même si la résolution est adoptée, deux choses peuvent se produire. Soit Trump y oppose son veto, et dans ce cas, ça ne change rien. Soit, par miracle, tout le parti républicain change d'avis et passe outre le veto. Et puis, la loi sur les pouvoirs de guerre est adoptée. Et là, Donald Trump est censé dire de lui-même, « D'accord, je ramène les troupes à la maison. » Mais il n'y a aucun mécanisme pour le forcer à le faire. Le fait qu'une action soit prise au titre de cette loi ne veut pas dire que le Congrès ne peut pas voter d'autres textes. Le financement de la guerre ne veut pas non plus dire que le département de la Défense ne peut pas dépenser cet argent pour la guerre. En théorie, ils ne sont pas censés le faire. Mais est-ce que quelqu'un croit vraiment que l'administration Trump va dire « Ah, vous savez, la Chambre des représentants et le Sénat ont adopté cette résolution sur les pouvoirs de guerre, donc tant pis, on doit mettre fin à la guerre. » Franchement, ça n'arrivera pas. Voilà donc ce que les démocrates proposent comme moyen pour mettre fin à la guerre,
Quelque chose qui en réalité n'a aucune portée. C'est complètement inoffensif. Il n'y a aucune chance que ça ait un effet concret. Du coup, l'opposition démocrate à la guerre dans l'ensemble est purement de façade. C'est entièrement pour la forme. Je veux dire, à la fin du mois de mars, à peu près, les démocrates étaient censés voter la résolution sur les pouvoirs de guerre à la Chambre. Et au lieu de le faire, ils sont partis en congé pour les vacances de Pâques. Voilà, on a bien vu quelles étaient les priorités. Il n'y a aucun intérêt réel à mettre fin à tout ça. Donc, si je résume, on est fichu. Voilà, c'est ça le titre. Parce que le peuple américain, apparemment, ne compte pas. Les forces armées américaines, les hommes et les femmes dont je parle, ne comptent pas non plus. Personne ne se soucie de savoir s'ils vivent ou s'ils meurent. 13 sont morts, environ 400 blessés, d'après ce qu'on sait. C'est ce qui est dit publiquement. Nos 16 bases sont endommagées ou détruites, non? Et maintenant, le prix du gaz repart à la hausse. Même au-delà de ça, on avait invité Art Berman, un expert du secteur pétrolier, pour clarifier tout ça. D'ailleurs, ne vous fiez pas trop au prix affiché sur le papier, celui qui était autour de 90 quand il est venu dans notre émission. Enfin, pardon, c'était plutôt dans les 80 pour le WTI. Mais il a dit, regardez le prix au comptant. Ce jour-là, le prix du baril était à $130. $130. C'est pour ça que nos prix à la pompe continuent d'augmenter, même quand le prix sur les marchés redescend. Bref, on se fait avoir de toutes les façons. Et maintenant, on n'a même plus la moindre chance de trouver une solution ou un peu d'espoir dans le processus politique, parce qu'aucun de ces fichus partis n'en a quoi que ce soit à faire de nous. Et quand l'un d'eux pourrait avoir un peu de levier, parce que les Américains ne sont pas contents de certaines choses, ils refusent d'en profiter, parce que, eh bien, ce serait politiquement inopportun. Ils préfèrent attendre quelques mois pour en tirer un avantage politique. Résultat, personne, à part peut-être Matthew O, n'est prêt à faire quoi que ce soit maintenant pour aider les gens ou pour mettre fin à cette guerre absurde et insensée. J'ai bien résumé la situation, non? Je pense que tu as raison. Oui, tu as tout à fait raison. Enfin, c'est absurde, bien sûr, que le Conseil ici parle des prix du pétrole. Et donc, quand Dan parle du prix sur le papier, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire le prix des contrats à terme. Autrement dit, le prix du pétrole qui sera livré plus tard. Combien tu paies maintenant pour du pétrole qui sera livré dans 60 jours ou à une autre date? Ce pétrole-là n'existe pas encore. On a reçu les dirigeants des compagnies, les maisons de trading, les sociétés financières, les entreprises de transport maritime. On nous a dit, vous savez, que le pétrole allait s'épuiser. Tous ces stocks, qu'il s'agisse du pétrole iranien ou russe qui flottait sur des navires un peu partout dans le monde, quelques centaines de millions de barils, ou des réserves stratégiques de pétrole, environ 400 à 475 millions de barils, qui avaient été alloués à ça. Tout ça, ça s'épuise d'ici début juillet. Alors, si vous achetez du pétrole aujourd'hui, le 1er juin, pour une livraison au 1er août, comment pouvez-vous payer pour quelque chose qui n'existe plus? Comment pouvez-vous fixer un prix sur quelque chose que fondamentalement, tout le monde dit qu'on n'aura plus? Je veux dire l'irrationalité ici, l'absurdité, et ça crée tout ça, tu vois. Mais encore une fois, c'est la guerre. Oui, c'est pour ça que toutes les guerres que toi et moi connaissons, celles auxquelles on a participé ou qu'on a étudiées depuis des décennies, ont toujours reposé sur un grand mensonge éclatant. Et donc c'est contribution après contribution, encore et encore pour maintenir ce mensonge à flot, non? Pour que la bulle continue de gonfler. Alors, que se passe-t-il quand le prix du pétrole monte à 150, 160 $ le baril? Je pense que c'est pour ça que je me disais que les Américains se disaient « on attend jusqu'en août ». Ou plutôt la décision, c'est d'attendre jusqu'en août avant de faire la moindre concession.
Parce qu'au moins à ce moment-là, on a le pistolet sur la tempe. Et on est déjà mal parti. Si on parle de savoir si la Maison-Blanche comprend vraiment comment les choses vont se passer, comme la plupart des gens semblent le comprendre. Et qui sait au fond ce que la Maison-Blanche comprend ou ce qui l'intéresse vraiment. Enfin, Donald Trump dit clairement qu'il se fiche des négociations, qu'il se fiche des finances des familles américaines, qu'il se fiche des prix du pétrole. Franchement, il faut le prendre au mot. Et tout ce qu'on sait de lui montre bien que c'est ce genre de personne, quelqu'un qui en réalité ne se soucie pas de tout ça. Alors du coup, quelle est leur porte de sortie? Comment ils s'en sortent là? Avant même qu'on parle de ce qu'ils pourraient vouloir faire, la situation est déjà en train de changer, là, pendant qu'on est à l'antenne. Ce que je vais vous lire date d'il y a 14 minutes, donc ça fait déjà plus longtemps qu'on est en direct. Israël et l'Iran menacent de nouvelles actions militaires. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas une erreur. Israël a ordonné l'évacuation de la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah soutenu par l'Iran. Mais l'armée iranienne a menacé de possibles frappes de représailles. Et attendez, j'ai encore autre chose ici. C'est une déclaration de Mohsen Rezaei, si je prononce bien son nom, conseiller militaire principal du guide suprême. Il dit que la patience de l'Iran a ses limites. Nous n'allons pas permettre que le blocus continue, et l'escalade des tensions au Liban ne sera pas tolérée non plus. Ensuite, l'agence Fars a rapporté que les gardiens de la révolution iranienne ont déclaré que l'Iran considère tout franchissement des lignes rouges au Liban et à Gaza comme un acte de guerre direct, avec des conséquences sur sa sécurité nationale. Et je crois qu'un autre rapport, je pense que c'est celui que Gary a montré, évoquait une autre option possible. Il pourrait aussi fermer le détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge. La situation est vraiment sur le fil du rasoir, et ça peut exploser à tout moment. Qu'en pensez-vous? Oui, enfin, c'est le calcul irano-israélien, on comprend bien. Ils ne voulaient pas de ce cessez-le-feu. Ils veulent que la guerre ait lieu pour obtenir les résultats qu'ils recherchent. Soit un changement de régime, soit une guerre civile, soit une instabilité énorme en Iran qui sortirait le pays du jeu géopolitique au Moyen-Orient. On comprend tous ce qu'Israël essaye de faire ici, avec aussi son invasion et son occupation du Liban, et ce qu'il cherche à accomplir. Donc, pas de surprise à ce qu'ils agissent ainsi. Mais les Iraniens, je pensais qu'ils attendraient un peu plus longtemps. On va voir. Je veux dire, mais alors est-ce qu'on parle ici des Iraniens qui se font pousser à agir par les Israéliens? Que les Iraniens voient les mêmes vidéos venant du Liban que nous, et que leur patience, leur tolérance face à tout ça a atteint ses limites. Et peut-être aussi leur frustration vis-à-vis des Américains. Mais je ne comprends pas bien malgré tout ça. On a déjà vu les Iraniens faire preuve de patience par le passé, donc je serais surpris qu'ils ripostent. Cela dit, j'aime bien l'idée en fait. J'aime l'idée qu'ils tiennent tête aux Israéliens. Je veux dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Mais la question c'est plutôt, est-ce vraiment la bonne chose à faire pour l'Iran? Parce que, en réagissant aux provocations israéliennes, est-ce que vous ne risquez pas, en fait, de tomber dans le piège, de servir les plans israéliens et américains pour relancer tout ça? Franchement, je n'en suis pas sûr. Oui, c'est ça qui m'inquiète. Pour moi, les Iraniens devraient simplement continuer à patienter. Le temps joue pour vous. Si on regarde en arrière, vous avez déjà montré que vous pouviez riposter, que vous pouviez répondre, sans aller trop loin. Votre économie peut tenir plus longtemps que les autres. Vous avez le Yémen en réserve, les Houthis comme alliés potentiels, tout le monde le sait. Alors pourquoi relancer le conflit maintenant si le moment n'est pas favorable, surtout en Syrie?
C'est bien ça le problème. Ils ont peut-être jugé que c'était le bon moment à cause de toutes ces affirmations absurdes qu'on entend depuis 3 semaines, surtout dans les médias occidentaux, disant qu'on ne sait même plus qui dirige. Est-ce que c'est les gardiens de la Révolution? Est-ce que c'est Galibaf? Est-ce que c'est tous ces gens-là? Personne ne sait. Blablabla. Eh bien, regardez simplement. Je viens de vous montrer ce qu'a déclaré le principal conseiller du Guide suprême. Voici Galibaf, le négociateur en chef. Il a dit que le blocus naval et l'intensification des crimes de guerre au Liban par le régime sioniste sont la preuve évidente du non-respect du cessez-le-feu par les États-Unis. Chaque choix a un prix, et l'addition va tomber. Et ensuite, nous avons le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis constitue, sans ambiguïté, un cessez-le-feu global sur tous les fronts, y compris au Liban. Toute violation du cessez-le-feu sur un front sera considérée comme une violation sur l'ensemble des fronts. Les États-Unis et Israël portent la responsabilité des conséquences d'une telle rupture. Je veux dire, partout où l'on regarde, on entend des termes de plus en plus fermes, un message unifié, qui donne vraiment l'impression qu'ils envisagent de passer à l'action. Et ça m'inquiète parce que j'ai le sentiment qu'ils ont peut-être calculé que c'était le moment opportun, qu'ils perçoivent une faiblesse de notre côté. Parce qu'imaginez, si ce que vous avez décrit, s'ils ont envisagé la version longue, je suis convaincu que ça faisait partie de leur discussion. Mais peut-être aussi qu'on va simplement s'essouffler, qu'on va disparaître peu à peu. Mais je vois des types dans les gardiens de la révolution iranienne qui serrent les dents depuis des décennies, surtout depuis l'assassinat de Soleimani, depuis la destruction de leur ambassade en Syrie, depuis l'exécution et l'assassinat du chef du Hamas à Téhéran pendant l'investiture présidentielle, tout ce genre d'événements. Et maintenant, je pense qu'ils se disent, on voit les stocks américains et israéliens diminuer. On a nos bases de missiles ici. On peut remporter une victoire militaire, pas seulement tenir plus longtemps qu'eux. Et on comprend que ça puisse en séduire certains. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils soient peut-être en train d'emprunter cette voie. Oui, je pense qu'il y a 2 idées peut-être, Danny, tu vois. D'abord, ils peuvent répondre coup pour coup. Ce serait juste un aller-retour, œil pour œil. Les Israéliens frappent Daïa, ils tuent un certain nombre de Libanais. Les Iraniens répliquent avec des missiles balistiques sur le nord d'Israël. Et ensuite, les Israéliens ne poursuivent pas les frappes, ils ne ripostent pas directement contre l'Iran. Mais à mon avis, il ne peut pas vraiment gérer ça. D'abord, parce que les Israéliens ne vont pas suivre le schéma classique d'escalade. Et ensuite, parce qu'ils ne vont pas se retenir. Surtout que selon moi, les Israéliens veulent relancer la guerre dans son ensemble. C'est ça qui m'inquiète. Une chose est claire, si les Israéliens avaient les mêmes hésitations que les Américains à relancer tout ça, eh bien non, les Israéliens veulent que ça redémarre. Maintenant, comme tu le disais, si l'Iran a vraiment la supériorité en missiles et en drones qu'on pense qu'il a, alors oui, la logique serait de laisser la guerre s'enliser pendant 5 ou 6 semaines, jusqu'à atteindre le point où ils auraient submergé les Américains, les Israéliens et les Arabes. À ce moment-là, ils auraient une capacité de frappe incontestée contre n'importe quelle cible dans la région. Je vais faire une petite digression avec vous, parce que vous avez évoqué quelque chose d'important, et je pense qu'il faut vraiment en parler. Vous avez dit qu'Israël voulait que tout ça recommence, qu'ils ont clairement essayé de saboter les cessez-le-feu, depuis Trump, depuis le tout début. C'est peut-être ce que certains de leurs dirigeants politiques souhaitent, mais d'un point de vue militaire, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. Parce que voilà la question. Et ce n'est pas une formule rhétorique, c'est une vraie question.
D'après ce que vous pouvez évaluer sur les plans diplomatiques, politiques et militaires, si Israël obtenait ce qu'il veut, que ce soit eux qui aient relancé le conflit, nous ou l'Iran, est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Si jamais ils obtiennent ce qu'ils veulent et que tout redémarre, alors l'Iran va commencer à riposter. Et on sait déjà que leur capacité d'interception est bien plus faible que ce qu'ils affirment publiquement. Donc des choses vont passer et ils vont continuer à subir des pertes. Pendant ce temps, ce qu'ils vont tirer sur l'Iran reste limité et ça ne va pas percer ces villes de missiles dont on parle sans arrêt. Alors, quel est l'objectif du côté israélien? Ils obtiennent leur guerre et après? Je pense que l'idée, c'est d'entraîner les États-Unis dans une guerre sans fin avec Israël. Très bien. Mais les stocks, mec, on les a épuisés. Ouais, dans ce sens-là. On n'en a plus, donc on ne peut pas continuer indéfiniment. Mais apparemment, l'Iran peut tenir plus longtemps que nous. Et une fois qu'on n'aura plus de ces DADs et de ces Impact 3 et tout le reste, là, ce sera porte ouverte pour les drones. Mais il faut se rappeler que c'est ce qui arrive avec certaines nations, surtout des États comme Israël, qui reposent sur un idéal de suprématie. Vous voyez? L'idée, c'est qu'ils sont destinés à gagner, qu'ils ne peuvent pas perdre face à ce genre d'adversaire. Et puis, il y a aussi cette idée que les États-Unis, la dernière fois, ne se sont pas vraiment engagés. Mais cette fois, les Américains s'engageraient. Les Israéliens pensent aussi, tout simplement, que les Iraniens n'ont pas été frappés assez durement, qu'ils n'ont tué qu'environ 3500 Iraniens. Pour les Israéliens, ce n'est pas beaucoup, vous savez. Ils ont déjà tué autant de Libanais maintenant. Donc je pense que c'est aussi lié à ça. Et je comprends ce que vous dites à propos de leur stock de munitions, que ce soit pour la défense aérienne ou pour l'offensive. Leurs pilotes de chasse sont épuisés. Tu sais, d'après les rapports qu'on a, les sorties aériennes étaient tombées à 50% à la fin de la campagne de 5 semaines, parce que les pilotes, tout comme les avions, étaient épuisés. Et ça, tu vois, ça n'a pas été réglé en 7 semaines. Alors l'idée que les politiciens fassent ce qu'ils veulent malgré la réalité militaire, mon Dieu, Danny, il y a des tas de livres là-dessus. Combien de livres dans une bibliothèque parlent de ce genre de choses, hein? Et je pense que c'est exactement ce qu'on verrait du côté israélien. Cette idée que c'est la meilleure occasion qu'ils aient eue, que c'est pour Netanyahou une sorte de mission messianique, celle d'établir Israël pour 1000 ans, en créant les conditions, en réorganisant le Moyen-Orient, en assurant la domination israélienne. Il y a un large soutien politique pour ça. Donc s'ils ne le font pas, eh bien c'est un peu comme aux États-Unis où la pression politique sur Netanyahou est énorme à ce sujet. C'est très différent dans la forme, mais c'est le même type d'enjeu politique interne. On a Benny Gantz qui s'oppose au cessez-le-feu, et puis des figures comme Yair Lapid et Naftali Bennett ont carrément créé un parti fondé sur l'opposition au cessez-le-feu. Donc politiquement, pour des raisons purement internes, c'est une très bonne idée pour les Israéliens de relancer la guerre, même si c'est probablement en totale contradiction avec tout ce que leur armée leur dit. Et on a vu l'armée israélienne s'exprimer publiquement à ce sujet. On a entendu des gens dire qu'on approche de l'effondrement. Il l'a dit il y a des mois déjà, et pourtant il continue. Donc je pense que c'est simplement la réalité de ce que font les politiciens, surtout ceux qui se croient supérieurs, ceux qui se sentent investis d'une mission, qui agissent selon une idéologie ou une sorte de grande cause, ou encore qui voient cette période comme la seule fenêtre pour agir. Si Gavin Newsom ou Gretchen Whitmer est à la Maison-Blanche en 2029, tout ça s'arrête. On pourra toujours faire ce qu'on veut avec les Palestiniens, mais la guerre à plus grande échelle, elle ne sera plus possible.
Je pense que c'est peut-être ce genre de calcul qui est en jeu ici. Un autre aspect avec les Iraniens qu'il faut aussi prendre en compte, c'est la question des États arabes. Et c'est peut-être justement pour ça que les Iraniens pourraient choisir de retourner à la guerre ou être prêts à le faire, comme on en parlait à l'instant, plutôt que de rester patient et d'attendre, ce que moi je recommanderais. Mais il y a clairement un argument du côté iranien. Reprendre la guerre mettrait une pression énorme sur les États arabes. Et on a déjà vu, au cours des 3 derniers mois, les fractures qui sont apparues entre les États arabes du Golfe, au sein même de l'Alliance américaine, dans ces relations-là. Et puis, il faut le dire, ces pays subissent une vraie douleur économique. Et cette douleur, forcément, se transforme en tension et en stress politique. Et ça, ce n'est peut-être pas quelque chose que les États arabes pourront supporter indéfiniment, ni même encore 2 ou 3 mois, si on revient au type de guerre qu'on a vu en mars et en avril. Donc ça fait peut-être aussi partie du calcul iranien. Non seulement ils peuvent survivre à cette guerre économique, à ce bras de fer, mais ils ne seront pas les premiers à s'effondrer. Ce seront les États du Golfe ou les Américains. Leur économie, leur société, leur système politique ne sont pas prêts à encaisser une inflation de 8 ou 9%. Le peuple iranien, lui, peut tenir. Ils ont vécu ça pendant des décennies. Mais peut-être que le calcul, c'est aussi de se dire, vous savez quoi, on peut aussi supporter un retour à la guerre d'une manière que personne d'autre ne peut. Donc, sur le plan militaire, comme vous le disiez, je suis d'accord avec vous. Les Américains et les Israéliens. Écoutez, si la dernière fois on n'a tenu que 5 semaines avant de déclarer un cessez-le-feu, qu'est-ce qui se passe cette fois si la guerre dure 6 semaines? Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et puis, il y a aussi cette question sur le plan économique et politique. Est-ce que les États arabes du Golfe peuvent supporter ça, tout comme le reste du monde? Vous avez raison. Il y a de la pression sur les Japonais et sur les Sud-Coréens, non? Je veux dire la pression qu'on a déjà vue. Peeg dit qu'il veut qu'on expulse l'Espagne de l'OTAN. On n'envoie pas 5000 soldats en Allemagne. On n'envoie pas non plus ces Tomahawks en Allemagne. Peut-être que ça ira en Pologne, qui sait? Mais bon, il y a déjà eu assez de pression exercée. Et peut-être que les Iraniens se disent, vous savez quoi, si on refait encore un tour de plus là, ça va vraiment tout faire exploser. Et en plus, ils peuvent aussi regarder de leur côté. J'hésite à employer le mot folie, parce que ce n'en est peut-être pas une. C'est peut-être quelque chose de calculé, et ils se moquent complètement des conséquences. Ou alors, c'est une ignorance d'un niveau qu'on n'a jamais vu à ce stade du gouvernement, dans l'ensemble de nos élites. Et voilà, ils regardent cette situation. Ce matin, j'ai fait une émission sur tous ces va-t-en-guerre, tous ces supportés qui disent « Allons-y, finissons le travail ». J'ai tout montré, un tas d'individus, un tas de groupes. Permettez-moi de vous interrompre un instant, puisque nous parlons de folie. Je m'inquiète pour votre santé mentale quand vous dites des choses comme ça. C'est une préoccupation légitime. Cela dit, la prière et la lecture de ma Bible m'aident vraiment à garder les pieds sur terre. Et ça, j'en suis content. Mais c'est un vrai défi quand même. Alors voilà ce que ces gens doivent faire, ce qu'ils doivent conclure, pas seulement observer. Ils doivent conclure que ce que je vais vous montrer maintenant, c'est réel. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une moquerie, c'est bien réel. Si vous avez dit qu'il fallait revenir et terminer ce travail, et que certaines de ces personnes, que ce soit en Israël, dans l'administration ou ailleurs, disent « reprenons les opérations de combat actives », eh bien, il faut se dire « attendons un peu, regardons ça ». Parce qu'il y a, d'après les médias occidentaux, un rapport qui indique que 30 sur 33 de ces sortes de villes de missiles, ou métros de missiles comme on les appelle ici,
tout le long de la frontière du détroit d'Ormuz, du golfe Persique et du golfe d'Oman sont bel et bien en ordre de marche. Celui-là en particulier, la forteresse de granit de Yazd, a été frappée au moins 6 fois plus tôt dans la guerre, sans jamais être mise hors service. Alors, on peut se dire, et si on reprenait exactement les mêmes missiles que la première fois et qu'on les renvoyait sur les mêmes usines de missiles pour essayer de les détruire? Ou alors, autre idée. Cette fois, on y va avec notre armée. On mobilise, disons, 1 million de nos soldats et on en récupère d'autres. Je sais pas, de l'OTAN ou d'ailleurs, peu importe d'où. Et ensuite, on traverse les montagnes pour tenter d'atteindre Téhéran et obtenir une victoire négociée. Alors faisons l'une ou l'autre de ces choses, ou même les deux. Parce que si vous ne défendez pas cette idée, si vous ne dites pas qu'on va frapper à nouveau ces bases de missiles avec les mêmes missiles dont on a déjà utilisé une grande partie, ou si vous ne dites pas qu'on va aller sur le terrain, avancer et les prendre comme on l'a fait en Irak en 2003 et en 1991, alors, franchement, on ne peut pas dire que vous soyez rationnel ou logique. Parce qu'il n'y a aucun moyen d'espérer que quelques bombes de plus vont réussir dans les 40 prochains jours, ce qu'elles n'ont pas fait dans les 40 précédents. Même si ça dure 45 ou 50 jours, peu importe. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus de missiles intercepteurs. Alors, qu'est-ce que vous ferez quand tout à coup, l'Iran, qui aura encore une partie de ses bases de missiles, même si certaines sont affaiblies, se mettra à lancer tous ces drones, et là, vous n'aurez plus rien pour les abattre. Je pense que tu as plus de chances, Daniel, d'organiser une séance de spiritisme et de faire revenir tout le casting des canons de Navarone. Gregory Peck et Anthony Quinn, hein? Prenez-les. Franchement, vous auriez plus de chances de voir, je sais pas, des acteurs morts depuis longtemps détruire ces villes de missiles, façon les canons de Navarone, que d'y arriver avec les autres options qu'on a. Ça montre bien où on en est. Ce dessin me fait aussi penser à ce qu'on affronte ici. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. On fait confiance à ces schémas, non? Surtout maintenant, après 5 semaines de campagne aérienne, dont l'un des objectifs était justement de raser ces installations. Et ça les a à peine égratignés. En gros, on a juste déplacé un peu de gravats, fait tomber quelques pierres, c'est tout. Et ça me rappelle aussi ces schémas qu'on avait reçus d'Israël il y a quelques années. Vous savez, les dessins, les représentations des bunkers du Hamas sous les hôpitaux, qui bien sûr n'ont jamais existé. Et ces dessins, ces schémas, c'était du grand n'importe quoi, des absurdités. Et je pense que c'est exactement ce à quoi on a affaire ici. En fait, si on met les deux choses côte à côte, on voit bien que d'un côté, il y a un pays, une force, une direction qui fait ce qu'elle dit, pour qui les mots ont un sens, pour qui les actes comptent. Et de l'autre côté, celui sous lequel on vit, tout repose sur le récit, sur la fiction, sur la propagande, sur le spectacle, presque hollywoodien. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que c'est ça, l'un des points essentiels ici. Cette mise à nu, encore une fois, d'un vieil empire en déclin, un empire du XXe siècle confronté à la réalité du XXIe. Et donc, oui, franchement, je ne sais pas quelles options il te reste, militairement parlant. Il n'y a pas vraiment d'alternative. Je veux dire, l'armée américaine est complètement surchargée. Vous avez sûrement vu ça. Ils devaient désarmer l'USS Nimitz cette année, le porte-avions, et finalement ils l'ont gardé en service une année de plus. On a 11 porte-avions, et on n'a même pas pu en retirer un du service parce que les autres sont tous en cale sèche, tous en maintenance. Du coup, on a dû ressortir celui-là du processus de désarmement. Et il est maintenant en mer, en opération. Et là, on se demande, mais où sont les autres? Où sont ces autres navires? Où sont ces autres porte-avions? On n'arrive pas à en avoir plus de 2, peut-être 3, en activité en même temps.
Et tout ça dans cette guerre existentielle entre le bien et le mal, pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire et de faire sauter le monde à la bombe atomique. On ne peut pas s'arrêter. Enfin, je veux dire, quand on regarde un exemple après l'autre, on voit bien la pauvreté, la vacuité, la superficialité de l'Empire américain ici. Et je pense que ce que vous venez de montrer avec cette incapacité à faire quoi que ce soit de vraiment significatif contre les Iraniens en est la preuve. Franchement, qu'est-ce qui a changé ces 7 ou 8 dernières semaines? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce que les Américains ont développé? Qu'est-ce qu'on a acquis, construit, ajouté à nos forces qui pourrait modifier le résultat par rapport à la campagne aérienne de 5 semaines qu'on a menée en mars et en avril? Rien du tout. Ils parlent d'introduire comment ça s'appelle déjà? Le Black Eagle, ce missile hypersonique dont ils parlent d'un possible usage. Oui, oui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Doug McGregor vient tout juste de m'envoyer ça pendant qu'on était à l'antenne. Je pensais peut-être m'en servir, mais je l'ai trouvé intéressant. Et je parie que vous aussi. C'est une déclaration de Ben Gvir, il y a seulement quelques minutes. Il dit « Monsieur le Premier ministre, vous avez dit qu'un Premier ministre fort dit oui au président des États-Unis quand c'est possible, mais non quand c'est nécessaire. Eh bien, c'est le moment de dire non à notre ami le président Trump. Le moment de lui dire non. Maintenant, il faut faire ce qui est requis, ce qui est nécessaire. Frapper le Hezbollah, libérer les mains de nos combattants et rétablir la sécurité au nord face au Hezbollah. Alors la question, c'est, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Netanyahou va l'écouter? Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est ce que le président Trump a publié sur Truth Social. J'ai eu un très bon échange avec Netanyahou et il n'y aura pas de troupes envoyées à Beyrouth. Toutes les troupes rentrent. Mais ensuite, on a Ben Gvir qui dit « Oui, c'est le moment de lui dire non ». À votre avis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oui, enfin, pour les Israéliens, on peut presque, je ne sais pas trop comment le dire, on peut presque avoir de la sympathie pour eux, d'avoir à gérer Donald Trump, non? Enfin, moi, j'en ai pas, évidemment. Mais cette idée qu'ils doivent composer avec un type pareil, c'était quoi? Il y a 5 ou 6 jours, Donald Trump a publié un message disant que l'accord était prêt le 23 mai. Il disait que c'était largement négocié, qu'il ne manquait plus que son approbation. Oui, je m'en souviens très bien, parce qu'au milieu de tout ça, il avait ajouté, et ça me fait encore éclater de rire, qu'il parlait de tous les navires et de la façon dont les équipages allaient rentrer chez eux, retrouver leurs femmes. Grâce à moi, votre président préféré. Comment on fait pour gérer quelqu'un comme ça? D'accord. En fait, si vous êtes un adversaire, c'est une chose. Vous avez affaire à un fou. Mais si vous êtes un allié... Et là, on revient à Henry Kissinger. Il disait qu'il est dangereux d'être l'ennemi de l'Amérique, mais mortel d'en être l'allié. Et quand vous avez un empereur fou aux commandes... Alors, encore une fois, je n'ai aucune sympathie pour les Israéliens dans cette histoire. Mais on peut quand même comprendre que, bon sang, avec ce type, toutes les 15 minutes, il balance quelque chose de nouveau sur les réseaux sociaux qui contredit ce qu'il a dit juste avant. Ben Gvir, bien sûr, ça c'est attendu. Ben Gvir, c'est un psychopathe. C'est même, c'est littéralement un terroriste condamné. Est-ce que vous avez un peu de sympathie pour Trump, vu qu'il doit gérer cette situation avec lui? Enfin, je veux dire, je pose juste la question. Non, je ne pense pas, parce que Donald Trump s'est mis lui-même dans cette situation. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est Donald Trump que les Israéliens doivent gérer. Les Américains, eux, n'ont pas à gérer les Israéliens. Bien dit. Nous avons d'autres options. Oui, d'autres possibilités. Voilà. Je veux dire, ce n'est pas dans notre intérêt stratégique, ni dans notre intérêt moral, pour toutes sortes de raisons. Mais pour les Israéliens, eux, ils sont coincés avec Trump.
Et donc, enfin, vous savez, Ben Gvir, lui, a été reconnu coupable de terrorisme par un tribunal israélien. Et lui, comme Bezalel Smotrich, fait l'objet d'une enquête de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, ce qui pourrait déboucher sur des mandats d'arrêt, tout comme ceux qui visent Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. D'ailleurs, Bezalel Smotrich a récemment défilé à la parade de la Journée d'Israël à New York, aux côtés d'une série d'autres, disons, criminels de guerre et aspirants criminels de guerre venus d'Israël pour participer à ce défilé à New York. C'est cette même parade, bien sûr, pour laquelle le maire de New York a été critiqué dans tout le pays pour ne pas y avoir assisté. Mais tu sais pourquoi le ferait-il, alors que Bezalel Smotrich et beaucoup d'autres, tu vois, criminels de guerre israéliens en font partie. Donc oui, mais enfin cette année encore, Danny, on en revient à cette idée. Pour les Israéliens, c'est la meilleure occasion qu'ils aient jamais eue. Leur vision d'Israël, du grand Israël, c'est de prendre ce qu'ils jugent nécessaire, d'achever leur domination au Moyen-Orient, d'atteindre leurs frontières bibliques. Tu sais, pour le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, le parti qui est au pouvoir en Israël depuis la majeure partie des 40 dernières années, ou du moins qui semble y être depuis tout ce temps, eh bien, c'est écrit noir sur blanc dans leur charte. Il doit y avoir une souveraineté israélienne depuis la Méditerranée jusqu'au Jourdain. Et pour y parvenir, il faut annexer la Cisjordanie. Il faut achever la conquête de la Palestine. Et pour faire ça, il faut isoler les Palestiniens. Et pour y parvenir, il faut par exemple créer des zones tampons au Liban et en Syrie. Il faut aussi retirer l'Iran de l'équation. Stratégiquement, c'est une occasion que les Israéliens attendent depuis très longtemps. Maintenant, si on parle du mouvement des colons, mais aussi d'autres groupes à travers Israël, y compris des membres du Likoud comme Benjamin Netanyahou, l'idée du Grand Israël, et je devrais dire, cette idée du Grand Israël, c'est quelque chose qu'aucune figure politique importante en Israël ne rejette. Le Grand Israël est soutenu par tous les responsables politiques israéliens qui comptent vraiment. Et donc cette idée que voilà enfin l'occasion d'obtenir ce que le Grand Israël est censé être, eh bien si on remonte à 120 ans, 110 ans, 100 ans, Herzl, Jabotinsky, tous les premiers sionistes parlaient déjà du Liban comme faisant partie du Grand Israël. Alors vous voyez, cette idée d'avoir enfin cette opportunité, celle que les attaques du 7 octobre leur ont offerte pour passer à l'action, et ensuite d'avoir Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est intéressant de se demander jusqu'où ils auraient pu aller si Harris avait gagné. Je pense que ce serait probablement assez similaire. Je ne sais pas s'ils auraient eu cette guerre avec l'Iran sous Harris. Mais ils auraient certainement trouvé un moyen de lancer leur invasion du Liban, d'une façon ou d'une autre. N'est-ce pas? Je veux dire, l'administration Biden, d'après ce qu'on sait, Brett McGurk et Amos Hochstein, les deux principaux conseillers de Biden pour le Moyen-Orient, ce sont eux qui ont donné le feu vert aux Israéliens pour lancer leur invasion en 2024, ainsi que toutes ces opérations, ces assassinats et tout le reste. Je pense que l'administration Harris aurait laissé les Israéliens poursuivre leur conquête du Liban, aurait permis à leur zone tampon en Syrie de continuer et leur aurait dit, en gros, allez-y, continuez votre annexion de la Cisjordanie, mais faites-le discrètement, qu'on n'en entende pas parler. Donc, ça aurait peut-être ralenti un peu leur annexion de la Cisjordanie. Mais je ne crois pas que l'administration Harris l'aurait vraiment empêché d'une manière significative. Mais je ne sais pas si l'administration Harris aurait accepté de participer à la guerre contre l'Iran. Oui, enfin Biden, lui, ne l'a jamais fait, donc il avait ses limites. Alors peut-être qu'ils l'ont fait. Oui, enfin, je veux dire oui, voilà. Et même quand on regarde des gens comme Sullivan et Blinken, tous ces gens que, toi et moi, on n'aime pas, disons-le comme ça,
Eh bien, je ne pense pas qu'ils auraient accepté quelque chose comme ça. J'ai très peu de respect pour ces hommes, vraiment très peu, mais je ne crois pas qu'ils auraient suivi une telle idée. Oui, ils ont juste certaines limites, et c'est pas une bonne chose. Oui, mais ça montre un peu qu'Israël aurait pu obtenir ce qu'il voulait sans attaquer l'Iran. Et je pense qu'ils auraient probablement pu le faire, et que ça n'aurait sans doute pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et puis il y a toujours cette menace, ce spectre de la guerre. Mais bon, là, évidemment, je suis juste en train de réfléchir à voix haute et de spéculer, parce que, oui, clairement, oui. Eh bien, laissez-moi vous demander encore une chose, dans les quelques minutes qu'il nous reste avec vous. C'est un peu une question inattendue, un sujet dont on ne parle pas beaucoup dans les grands médias américains, mais qui attire davantage l'attention dans certains médias régionaux. De plus en plus de gens commencent à s'y intéresser parce qu'ils voient bien ce qui se passe, notamment en regardant du côté de la Turquie. Quelle est, selon vous, la place de la Turquie dans tout ça? Parce que Israël a déclaré à plusieurs reprises, du moins certains dirigeants ces derniers mois, que, une fois l'Iran réglé, il se tournerait ensuite vers la Turquie. Comment ça se reflète-t-il, d'après ce que vous savez, dans ce qui se passe actuellement en Turquie? Alors les Turcs, vous savez, n'ont pas... Pardon, j'ai un chien sous le bureau, donc... oui, voilà. Les Turcs n'ont pas fait autant de bruit publiquement à ce sujet qu'ils en ont fait à propos de Gaza. Bien sûr, pour Gaza, ce qu'ils ont fait, c'était surtout du bruit, et c'était pareil pour le Liban en 2024. Les Turcs ont beaucoup parlé de ça. Erdogan, vous savez, a dit qu'il allait agir, mais évidemment, les Turcs n'allaient jamais envoyer leur F-16 au-dessus de Beyrouth ou quoi que ce soit du genre. On est très loin de voir ça. Les Turcs ne sont pas amis avec les Iraniens, et ils comprennent très bien qu'Israël, comme vous venez de le dire, les voit comme la prochaine puissance avec laquelle il devra se mesurer pour maintenir sa domination régionale. Et puis, il faut le rappeler, les Turcs ont la plus grande armée de l'OTAN après les États-Unis. Ils se voient non seulement comme une puissance régionale, mais aussi comme une puissance mondiale en devenir. Mais ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas affronter les États-Unis et Israël d'une manière qui aurait un réel impact. Donc clairement, je pense qu'Erdogan et le gouvernement turc vont publier des déclarations. Ils vont essayer de présenter Erdogan comme le protecteur du peuple musulman, de rappeler l'époque de l'Empire ottoman, quand il y avait, dans l'ensemble, la paix dans de nombreuses régions de cet empire pendant de très longues périodes. Et ils vont tenter d'imposer la Turquie comme le leader naturel du monde musulman, au Moyen-Orient ou même au niveau mondial, après cette guerre. En ce moment, il y a, je dirais, beaucoup de prudence, beaucoup de calculs politiques. Vous parlez de ceux qui jouent la carte du long terme avec l'Iran. Mais dans quelle mesure la Turquie ne serait-elle pas, elle aussi, en train de jouer ce même jeu? En se disant, très bien, laissez-vous vous battre jusqu'à l'épuisement, affaiblissez-vous mutuellement, et quand tout sera en ruine, moi je viendrai en tirer parti. Oui, je pense que les Turcs, enfin l'idée que les États-Unis se retirent de la région et que les Turcs se retrouvent dans cette position, à la fois sur le plan militaire, mais aussi par rapport à la place de la Turquie dans le monde, c'est-à-dire sa situation sur la mer Noire, sur la Méditerranée, à ce carrefour entre l'Europe et l'Asie, eh bien ce sera toujours un pays important. La vraie question, c'est de savoir comment ils vont tirer parti de ce qui sortira de cette guerre en termes de nouvel ordre mondial. Et puis, il y a cette alliance militaire entre le Pakistan et l'Arabie saoudite, dont je crois la plupart d'entre nous essayent encore de comprendre ce que ça veut vraiment dire. Les Pakistanais disent une chose, les Saoudiens en disent une autre.
Mais c'est vrai que cette idée d'alliance, enfin de relation, parce que alliance est sans doute un mot un peu fort, mais cette relation, cet accord entre le Pakistan et l'Arabie saoudite pourrait s'étendre au Qatar, à la Turquie. Je n'ai pas vérifié depuis une semaine environ, donc peut-être que ça n'existe plus, ou peut-être que c'est déjà fait, je ne sais pas. Mais vous voyez, cette idée de ce à quoi ressemblera la région après cette guerre, et de l'ordre qui est en train de se créer à cause de cette guerre. Si l'ordre américain se fragilise, si les Américains doivent abandonner leur base au Koweït, en Arabie saoudite et au Qatar pour se replier essentiellement sur les Émirats et sur Israël, eh bien cela ouvre forcément un espace pour la formation d'un bloc au sein du Moyen-Orient. Et on peut imaginer que ce serait un bloc assez puissant entre la richesse de l'Arabie saoudite et du Qatar, les capacités militaires des Turcs et des Pakistanais, la taille de la Turquie et du Pakistan et leur position stratégique là où ils se trouvent. Franchement, ça ferait un bloc redoutable. Mais est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que je raisonne encore avec une mentalité du XXe siècle? Est-ce que je me fais des films? Est-ce que je suis en train de jouer à Axis and Allies, tu vois, au lieu de, je sais pas, la version qu'on aurait aujourd'hui sur un téléphone? En gros, est-ce que je reproduis le même schéma de pensée du XXe siècle en regardant tout ça et en essayant d'y trouver une logique? Je critique souvent Kissinger et Brzezinski, toute cette idée du grand échiquier mondial. Mais j'y retombe moi-même sans arrêt. C'est comme ça que j'essaye d'analyser la position de la Turquie en ce moment dans cette logique du grand échiquier. Et c'est sans doute pas la bonne façon de voir les choses. Je ne sais pas trop. Enfin, le plateau d'échecs, depuis des millénaires, reste un plateau d'échecs. Ce sont juste les règles du jeu qui changent un peu, de temps en temps. J'imagine que cette fois, ce ne sera pas différent. Les règles vont simplement changer. Mais une chose que je peux dire avec assez de certitude, c'est que les anciennes règles, l'ancien jeu, sont en train d'être détruits sous nos yeux. Et à mon avis, on ne retrouvera jamais une peau de tennis view comme celle qu'on avait le 27. Voilà. Et vous savez, la question que beaucoup se posent à propos de la Turquie, c'est est-ce que la Turquie va rester dans l'OTAN? Parce que depuis toujours, la Turquie s'est vue refuser l'entrée dans l'Union européenne. Les Européens ne veulent pas des Turcs dans l'Union. Et c'est de là que viennent une bonne partie des tensions, de l'hostilité. Et maintenant, avec tout ce que les Turcs ont observé sur la manière dont l'OTAN agit, dont les Européens se comportent, est-ce que les Turcs ont encore envie de faire partie de tout ça? Quel avantage retirent-ils vraiment du fait d'être membre de l'OTAN? Alors bien sûr, faire partie de l'Alliance américaine et bénéficier du soutien des États-Unis, je pense que les Turcs y voient encore un intérêt. Donc je ne crois pas que la base aérienne d'Incirlik va fermer de sitôt, contrairement à ce qu'on a pu voir, par exemple, avec la base du Prince Sultan ou d'autres du même genre. Mais, vous savez, tout ça, ce sont à mon avis de grandes questions très intéressantes qui émergent de cette guerre. Bien sûr, il faut qu'on arrive à la fin de cette guerre. Oui, évidemment. Maintenant, il faut qu'on se calme un peu, qu'on se rappelle que la guerre, c'est un terrain fertile pour les conséquences imprévues. On ne sait pas à quoi tout ça va ressembler, n'est-ce pas? On ne sait pas comment les choses vont évoluer. C'est pour ça que, encore une fois, je conseillerais aux Iraniens d'y aller doucement, de faire preuve de patience stratégique, de suivre le plan qu'ils ont établi, et de ne pas riposter contre les Israéliens d'une manière qui les ramènerait dans la guerre. Même s'ils ont, je pense, l'avantage en ce moment. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. À mes yeux, s'ils en sont là aujourd'hui, s'ils ont aussi bien réussi, c'est justement parce qu'ils ont su être patients, qu'ils ont suivi une ligne claire et qu'ils ont agi de façon très stratégique pour atteindre leurs objectifs politiques.
Et je pense que repartir dans une guerre totale, même si c'est possible. Parce que, regardez, imaginons qu'ils le fassent, qu'ils dominent les Israéliens et les Américains, qu'ils arrivent à frapper les bases aériennes israéliennes, à détruire l'armée de l'air d'Israël. Admettons que ça se passe aussi bien que ça pour les Iraniens. Mais au final, qu'est-ce qu'ils en retirent? Qu'est-ce qu'ils obtiennent de plus que s'ils faisaient preuve de patience? En même temps, je me dis que si on en arrive à ce point où ils dominent vraiment, est-ce que c'est là que les Israéliens utiliseraient une arme nucléaire? Eh bien oui, peut-être. Et là, on entre dans quelque chose de complètement différent. C'est une toute autre histoire. Oui, je sais, c'est tout un autre sujet, mais c'est quand même une vraie préoccupation, bien présente dans la discussion. Il y a aussi ces récents rapports selon lesquels le Pakistan aurait remis une arme nucléaire à l'Iran. On verra bien ce qui va se passer avec ça. Peut-être que ce n'est qu'une rumeur complètement folle. Ou peut-être que c'est vrai. C'est peut-être pour ça qu'ils sont si sûrs d'eux en ce moment. Je ne sais pas. Mais c'est possible. Oui, les Pakistanais disent depuis des années qu'ils pourraient donner une arme nucléaire à quelqu'un, ou en vendre une, ou peu importe. Je veux dire, oui, bien sûr, les Saoudiens affirment que le parapluie nucléaire pakistanais les protège. Je ne crois pas avoir jamais entendu les Pakistanais le dire eux-mêmes. Mais oui, il y a toutes sortes de choses dans cette histoire. Moi, je pense que les Turcs vont probablement se doter d'une arme nucléaire. Je ne vois pas comment, si vous êtes la Turquie, vous ne cherchez pas à obtenir l'arme nucléaire après tout ce qu'on a vu ces dernières années. Vous savez, en voyant tout ce qui s'est passé, on ne peut pas tenir tête à Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël a l'arme nucléaire. C'est aussi simple que ça. Et puis, il y a les problèmes que la relation avec l'Amérique entraîne. Mais bon, peut-être qu'à un moment, vous vous détachez des Américains, vous obtenez l'arme nucléaire, vous rejoignez les BRICS. Et là, on verrait la Turquie agir et se comporter d'une manière qu'on n'aurait jamais vue si elle avait gardé sa relation avec les États-Unis, si elle était restée dans l'OTAN et n'avait pas acquis l'arme nucléaire. Franchement, c'est ce que je conseillerais aux Turcs de faire. Il y a tellement de choses à dire ici. Oui, on devra vraiment y revenir, parce que c'est un sujet que j'aimerais approfondir à l'avenir. Mais pour l'instant, je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui, et merci aussi à vous tous d'avoir été avec nous. Merci. Merci, Danny. Et merci à vous aussi. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait avant de partir. On a hâte de vous retrouver dans le Daniel Davies Deep Dive. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez.